Bienvenue, vous êtes bien installés? Ouais, super. Merci, Ça ouais. va? Bienvenue. Alors, Nicolas, on a pu le voir dans les mini-vidéos qui ont été projetées. Tu utilises les réseaux sociaux pour, d'une part, faire de la prévention, démonter des fausses idées sur le VIH, comme on le fera d'ailleurs tout à l'heure pendant la session interactive, mais aussi à travers des vidéos plus humoristiques pour simplement briser le tabou qui entoure encore le VIH. C'est ça l'objectif? Oui, exactement. Bon, après, j'ai pas vraiment eu le choix d'aller sur les réseaux parce que, en fait, nous en France, le constat que j'avais fait, c'est que moi, ça fait 10 ans que j'avais le VIH à ce moment-là et que j'avais envie de m'exprimer, mais qu'il n'existait pas d'antenne de témoignage pour personnes séropositives. Et vraiment, les associations en France, elles sont vraiment spécialisées uniquement sur la prévention. Donc, j'avais commencé par monter une association classique avec un site internet, mais qui sert à rien parce que quand on ne te connaît pas, on ne va pas sur ton site internet. Et j'ai des amis qui m'ont poussé pour aller sur les réseaux et dès la première vidéo, je me suis retrouvé avec 10 000 abonnés et puis ça a commencé comme ça. Et quand on préparait cette discussion, tu me disais que les réseaux ne permettent pas une formation en santé sexuelle, mais que ça permet de gagner une expérience. Pour moi, en ce qui me concerne... Pour toi et pour les gens qui te suivent peut-être aussi. C'est un espace de conversation, une discussion, et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas dans de l'éducation. Moi, j'aime pas trop le terme prévention, je préfère le terme sensibilisation, discussion, on se sensibilise à un sujet. Et c'est pas un espace où les gens sont jugés, parce qu'on a aussi parfois une prévention qui est assez agressive, avec le « il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois pas faire ci », et c'est un peu étouffant. Alors que là, au contraire, c'est vraiment des conversations. Et l'idée d'avoir de l'humour, c'était aussi un peu de se permettre finalement d'en parler, de permettre aux gens de pouvoir avoir des maladresses aussi, et d'expérimenter. Et est-ce que ça t'a permis de créer une véritable communauté virtuelle? Ouais, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Non seulement c'est grâce à eux que j'ai appris plein de choses sur ma pathologie, parce que c'est grâce aux gens qui m'ont posé des questions où je me suis dit j'ai plus le choix maintenant, je vais devoir trouver les réponses par moi-même. Ça m'a sorti de ma dépendance avec mon infectiologue, où j'avais tendance à être hyper dépendant à lui, et là je me suis dit en fait j'ai le droit d'aller faire mes recherches. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était possible. Ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut faire du croisement d'informations, il faut contacter les assos, il faut lire les articles, Mais oui. C'est presque un travail de journaliste au final. Hein. Je ne suis pas journaliste, mais peut-être faudra demander à un journaliste. Dans la démarche d'aller croiser, on dit tout le temps en tant que journaliste, il faut croiser nos sources, il faut aller vérifier l'information. C'est ce que tu fais pour la reproposer plus loin à ta communauté. Et puis, on le sait, le revers de la médaille, souvent sur les réseaux sociaux, c'est quand même un peu les commentaires violents. Comment tu gères ça? Difficilement, avec du Xanax et des Prosecco. Non, c'est vrai, je fais pas des blagues. Xanax et Prosecco. Ce qui est compliqué, c'est que le cyberharcèlement, c'est un problème qui touche tout le monde. Contrairement, je vais parler de l'homosexualité parce que je suis homosexuel, quand on a de l'homophobie sur les réseaux, je bénéficie quand même d'une communauté. Donc c'est-à-dire que quand j'ai des commentaires homophobes, j'arrive plus ou moins à gérer. Au niveau du VIH, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de communauté de personnes séropositives sur les réseaux. Il y a beaucoup de sérophobie. Il y a 40 ans de background très intense. Et je suis un peu l'une des seules personnes sur les réseaux en France qui a vraiment une visibilité. Donc on se prend un peu... quelque chose qui est assez massif, et la chance que j'ai eue, contrairement à d'autres personnes séropositives qui des fois n'ont pas eu la chance d'avoir cette communauté-là, moi j'ai la chance d'avoir cette communauté qui me protège. Mais ça n'a pas été évident. Et encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'appellent à 3h du matin. J'ai une entreprise, donc les gens retrouvent mon numéro de téléphone. Donc des fois, je reçois des appels à 4h pour me dire qu'on va retrouver mon adresse, m'égorger. Voilà. Bon. Oui, tu parlais de ce manque de visibilité, justement. Et tu me disais aussi au téléphone qu'il y a peu de films, finalement, peu de séries qui parlent du VIH et que les réseaux permettent cette visibilité plus grande. Puis c'est aussi le cas de certains événements, comme le Positive Life Festival, dont tu es le directeur, David. Raconte-nous comment elle est née, cette idée. Elle est née du fait qu'en fait, on n'arrête pas de faire le même constat depuis des années. On n'a que des vieilles images autour du VIH. Ces vieilles images ont un impact néfaste, que ce soit pour la prévention ou pour l'accès aux soins, et que voilà, on fait ce constat, mais sans savoir vraiment comment aller au-delà du pur constat et de faire quelque chose. Et donc là, on s'est dit, on va faire quelque chose, on va littéralement créer des nouvelles images. On fait un appel à projet pour des courts-métrages sur l'expérience de vivre avec le VIH aujourd'hui, en Suisse ou dans des pays qui ressemblent à la Suisse, en Europe, on va dire. Raconte-nous un petit peu, tu parles justement de films, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut entendre pendant ce festival et comment c'est organisé? Alors, c'est une question très difficile à répondre parce que les films sont actuellement en train d'être réalisés, et donc je n'ai pas une réponse claire. Ce qu'on a
Déjà, ce que je peux dire, c'est que moi, j'avais peur de ne pas avoir de réponse, qu'il n'y a personne qui m'envoie de projet. Finalement, on a une trentaine de réponses, de projets qui nous ont été proposés, donc c'est énorme. Donc ça montre vraiment que ça a fait écho, cette demande de nouvelles images a fait écho pour des gens. Et donc on a choisi 7 de ces films, de ces courts-métrages. Je suis très content que 5 sur ces 7 projets sont portés par des personnes vivant avec le VIH, qui sont peut-être des réalisateurs professionnels, par exemple, ou réalisatrices professionnelles, ou bien des personnes vivant avec qui sont mis en équipe avec des personnes qui sont des cinéastes. Alors, tu veux nous dire quand ça aura lieu aussi, pour si les gens... Oui, le festival même a lieu le 1er décembre de cette année au Cinéma City Club, au City Club de Puy, pardon. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça le festival, ça c'est une partie du festival. Parce qu'en fait, ce festival en fait, a commencé le 1er décembre 2022, et tout au long de l'année, on va dans les écoles, on va dans les associations, dans les cinémas, dans les festivals, etc., pour parler du VIH, de différentes manières et dans de divers contextes. Parce que c'est vrai qu'on entend parler le 1er décembre, mais sinon, il y a une sorte de silence autour du VIH aujourd'hui, et qu'on cherche, nous, à briser ce silence, tout comme on cherche à briser les tabous autour du VIH. Eh ben, on va s'occuper de briser un petit peu ces tabous dans la partie qui va suivre, qui sera la partie interactive, justement. Et pour ceci, on va avoir besoin de Cédric Garrefet, qui se cache là-bas dans l'ombre, qui est responsable des événements de l'UNIL. Merci Cédric de nous rejoindre. Alors Julie, ça va être assez simple. Vous allez prendre votre smartphone et puis on va voter. Enfin, on va essayer de voir quelques affirmations et on va essayer de voir si c'est vrai, si c'est faux. Alors, pour se connecter, c'est très très simple. Je vais le faire en même temps que vous. Vous avez 2 possibilités. Première possibilité, vous flashez le QR code avec votre smartphone. Tout est anonyme, bien sûr. Hein. Pas besoin de Wi-Fi. En 4G, ça fonctionne. L'autre possibilité, c'est d'aller sur menti.com, le site internet, et puis de mettre le code 1210 05 23. Je vais le faire en même temps que vous. Et puis, dans à peu près 20 secondes, on va commencer. Alors, je vais aller sur le site. Je vais mettre le code 1210 05 23. Et puis, on va attaquer. Encore quelques secondes, et puis on attaque. Donc on voit déjà qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. Et on va passer à la première question. Il y aura 5 questions. Gardez votre téléphone, et puis on continuera par la suite. Alors, la première question, ou affirmation plutôt, il existe une différence entre le sida et le VIH. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Julie? Eh bien, 100% de réponses vraies. David, on ne confond plus aujourd'hui ou on est face à une salle de spécialistes? Alors, je pense qu'effectivement, on a un public bien averti, effectivement. Quelque chose de très intéressant par rapport aux journalistes, par exemple. Nous, on a fait pas mal de communication autour du lancement du festival, Positive Life Festival, avec Mathias Cavessini, mon chef, qui est là aussi aujourd'hui. Et puis, chaque fois qu'on a été interpellé par des journalistes, on a parlé de VIH. On n'a pas mentionné le mot sida. Et quand j'ai vu les titres le lendemain, c'était « Briser les tabous autour du sida ». Alors que personne n'avait parlé de sida. Voilà, on parle spécifiquement du VIH parce que c'est juste. C'est de ça qu'on parle. Mais ça a du mal à être, c'est repris dans les titres comme sida. C'est très intéressant. Donc je pense qu'on a quand même un public ici relativement effectivement averti, à mon sens. Qu'est-ce que tu penses, Nicolas? Je pense qu'il y a aussi un côté sensationnaliste que parfois les journalistes recherchent, parce que sida, ça marque un peu plus. Nous, en France, on a aussi des associations qui, pendant longtemps, ont parlé du sida à la place du VIH, parce que ça marquait plus les esprits, ce qui a alimenté des confusions. Et puis, on a aussi un autre souci, c'est que nous, en France, toutes les assos, SIDAction, SIDA Info Service, Objectif SIDA Zéro, SIDA, enfin, c'est SIDA, associations. Il y a toujours le mot sida. Ouais. Et en Suisse, c'est la même chose. Hein. Donc, AIDS Suisse contre le sida. Et pourtant, Nicolas, tu le vois, il y a plusieurs vidéos justement où tu nous dis « je dois encore l'expliquer, 4 ans après être arrivé sur les plateformes, je dois encore l'expliquer cette différence quand même ». Je connais en tout cas sur mes réseaux, la grande majorité ne connaissent pas la différence. Et si on l'explique aujourd'hui quand même si on est face à un public averti, c'est quoi alors cette différence? Alors moi, je pense que dès que toi, tu as fait plusieurs vidéos sur ce sujet, hein, moi, je pense que c'était plus ça fait 3 ans que j'ai fait la même chose. Ça y est, c'est une vidéo en direct. Donc VIH, voilà. Je fais la version 5 ou la version pro. VIH, c'est un rétrovirus, donc qui est composé que d'ARN. Une personne qui vit avec le VIH, qu'on appelle PVIH, pour personnes vivant avec le VIH, elle a une infection chronique. Le sida, c'est un syndrome qui est
provoqués par le virus du VIH quand il n'est pas traité. On ne transmet pas le sida, parce que c'est un syndrome. Moi, l'image que j'aime bien prendre souvent, c'est pour le cancer, pour le papillomavirus. On ne transmet pas le cancer, on transmet le papillomavirus et il peut développer un cancer. Le sida, donc, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, où en fait le système immunitaire s'est effondré parce qu'il a été attaqué par le virus du VIH. Pour parler de sida, il faut qu'il y ait une sérologie positive au VIH, une immunodéficience avec un taux de lymphocytes TCD4, qui sont les globules blancs attaqués, qui est en dessous d'un seuil de 200. C'est un peu technique. Et le troisième point, c'est qu'il faut l'apparition de maladies opportunistes. C'est-à-dire que du coup, le corps peut plus se défendre. Et là, il y a des maladies qui apparaissent, ou des infections qui profitent de cette immunodéficience. Mais la version très courte, qui est un peu... C'est pas vraiment ça, mais c'est la version plus courte, c'est la maladie provoquée par le virus du VIH qu'on ne sait pas traiter. Il peut le dire tellement vite, vu qu'il l'a fait tellement de fois. Merci beaucoup pour ces précisions. On va prendre la deuxième question. Alors, la deuxième question, toujours avec le smartphone, elle va s'afficher sur l'écran. L'affirmation, les personnes les plus concernées par le VIH sont les hommes gays. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, quelques secondes, le temps que la tendance s'affiche sur scène, et on voit qu'à peu près 8 personnes sur 10 dans la salle jugent que cette affirmation est fausse. Julie. Alors là, on a une petite différence cette fois. 27, on arrive un peu, même à 30% de vrai, 70% de faux. C'est vrai que c'est l'image qu'on en a jusqu'à aujourd'hui. Tu veux ou je... Oui, vas-y Nicolas, si tu veux commencer. Ça dépend en plus des points de vue. 70% des séropositifs dans le monde, ce sont des Africains. Alors, ce qu'on peut dire, les gens les plus concernés par le VIH, ce sont les Africains. 54% des séropos dans le monde, ce sont des femmes. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est les femmes qui sont les plus concernées? Ça dépend. C'est-à-dire que, bien évidemment, que quand on est une minorité, on est plus souvent exposé, surtout quand ça concerne la sexualité. Donc, on pourrait, d'une certaine manière, dire ça. Moi, je suis contre, parce que ça alimente des stigmatisations, et qu'avec les chiffres, selon le point de vue, on peut tout dire. Et tout est un peu vrai, tout est un peu faux. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est donner des informations qui sont concrètes. Parce que ça, à part dire les gays sont le plus touchés, ok, mais on en fait quoi? À part avoir peur des gays, j'ai du mal à savoir quelle conclusion on peut en tirer. Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est de dire que les personnes les plus à risque en ce qui concerne le VIH sont les personnes qui sont pénétrées dans la sexualité, parce que le risque est 30 fois supérieur à une personne qui pénètre. Donc, je pense que dans cette approche-là, on amène l'importance de parler du consentement, de parler du préservatif, etc. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Ce que j'ai du mal avec cette phrase, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, David, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça un petit peu. En fait, ouais, il faut rebondir là-dessus aussi en parlant de la santé publique. C'est vrai que c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cible, est-ce qu'on prend ce qu'on appelle les populations clés, par exemple des hommes gays en l'occurrence, et est-ce qu'on cible ces personnes ou est-ce qu'on fait des campagnes auprès de toute la population? Qu'est-ce qu'on fait au partir du moment où on décide de cibler qu'une certaine partie de la population? Qu'est-ce qu'on va dire à la femme hétérosexuelle qui se trouve diagnostiquée avec un VIH? Je me permets de... Désolé. Vas-y, pardon. C'est que moi je coupe tout le temps la parole. J'ai l'habitude. Vas-y. Et l'autre chose qu'il faut dire, si je prends au CHUV, donc on suit à peu près 1500 personnes, 1000 de ces personnes sont des hommes et 500 sont des femmes. Donc quand on envoie un message par rapport aux populations clés, d'une part, est-ce que ça peut être stigmatisant? Oui. D'autre part, est-ce que ça met de côté des gens qui ont besoin d'informations mais qui n'ont pas accès? Et ça, c'est vraiment très grave comme question. C'est-à-dire que, par exemple, on a aujourd'hui la PrEP, donc un traitement qu'on peut prendre, on appelle pré-exposition, pour prévenir une infection au VIH, qui est quasiment, enfin, à ma connaissance, en Suisse, c'est encore donné, proposé aux hommes gays uniquement, ou des hommes gays ou bi, ou qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Voilà, donc quand je rencontre quelqu'un au CHUV qui me dit, une femme donc de mon âge, hétérosexuelle, bien rangée, qui me dit « Ah, il y a un truc, pourquoi moi je n'étais pas au courant? Pourquoi moi je ne sais pas ?» Ça m'aurait évité ce VIH. Donc le problème de ce type de stéréotype, c'est que ça bloque l'information et que les personnes ne sont pas suffisamment informées. Tout le monde n'est pas informé à cause de ce type de stéréotype. Entre autres, oui. On pourrait parler très longtemps de cette question-là, mais effectivement, ouais, c'est un des grands enjeux. Ouais. Je pense que ce qui est
en tout cas, pour nous, ce que je trouve très grave pour la France, bon, ça me fait un peu penser au contrôle au faciès. Hein. Quand on commence à ne le voir qu'à travers la prévalence, ça me fait un peu penser au contrôle au faciès. Il y a un truc que je veux dire par rapport à la France, c'est que nous, on a le CNS, qui est le Centre national du sida et des hépatites, qui décide des recommandations. Et une recommandation qu'on a en France qui est ahurissante, qui est qu'on va donner ce qu'on appelle le TPE, le traitement post-exposition, je pense que vous appelez la PEP ici. On va donner le traitement en fonction de la nature du rapport. L'hôpital se réserve le droit de le refuser. Je vais essayer de ne pas être trop vulgaire en donnant cet exemple, mais une femme hétérosexuelle qui subit un viol et où il y a eu possiblement une exposition, elle va aux urgences, elle demande le traitement post-exposition. On va lui demander si la personne qui est la nature de l'agression, si c'est un homosexuel, s'il est noir, s'il est trans, s'il est utilisateur de drogue injectable. Et si c'est un homme blanc hétéro, on peut lui refuser le traitement post-exposition. Ce que je trouve extrêmement grave, c'est de dire, est-ce qu'on peut penser une médecine à travers l'origine, la couleur et l'orientation sexuelle? Je pense qu'on peut peut-être faciliter l'accès à des populations qui sont plus à risque, pourquoi pas. Maintenant, de là à interdire l'accès à des populations qu'on estime pas à risque, voilà, je trouve ça quand même assez catastrophique. Mais on l'a vu avec Monkeypox. Après, voilà, je pense qu'après, on peut en parler très longtemps de ce sujet. David, est-ce que ça se passe de la même manière en Suisse? Alors vraiment, j'ai envie, si tu permets, j'ai envie de demander à Mathias Cavassini, parce que moi, j'ai pas la réponse. Mathias, tu peux dire? J'espère pas, j'espère que non. En tout cas, cet exemple me choque, c'est vrai. J'ai pas le micro, mais non, j'espère qu'on va proposer aussi. Actuellement, la seule indication qui était largement donnée, c'était par rapport aux expositions du sexe oral, la fellation. On donnait beaucoup de PEP, de TPE pour vous les Français. On donnait beaucoup de PEP pour les sexes orales, et ça, c'est la seule indication qui a baissé. Mais par rapport à une exposition d'agression sexuelle, la PEP est proposée systématiquement en cas d'agression sexuelle, en tout cas dans notre hôpital. Et je me rappelle une conférence que j'ai eue avec une grande association que je ne nommerai pas pour éviter qu'il y ait des problèmes. J'ai tellement envie de le faire. Sur ce sujet-là, où le sujet c'était on a du mal à informer les femmes hétérosexuelles, quelles sont les solutions? Et donc je parle de cette problématique en disant, mais enfin vous êtes idiots ou quoi? Si vous faites une communication qui est uniquement axée sur la prévalence, bah c'est sûr que si vous parlez qu'aux homos, aux trans, aux travailleurs du sexe, bah c'est sûr que les hétéros, je sais pas, c'est évident quoi. Et donc je parle de cette problématique de l'accès au TPE pour les femmes hétérosexuelles, et j'ai deux infectiologues de Paris, deux infectiologues qui travaillent dans les centres Cégide, qui sont des centres de santé sexuelle, je raconte cet exemple-là beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui me disent « Ah mais non, Nico, c'est pas comme ça que ça se passe à Paris ». Parce que ce que j'avais raconté, c'était une femme qui avait vécu cet abus, ce viol. On lui refuse le traitement post-exposition et l'hôpital lui a dit « On vous le refuse, mais revenez dans 2 mois, on fera un dépistage ». Ah, la violence, quoi, c'est horrible. Et donc j'explique, voilà ce qui se passe. Et donc c'est sûr que quand une personne, le courage qu'il lui faut pour aller aux urgences, pour en parler, c'est un torrent. C'est sûr que cette personne-là, on peut la perdre définitivement dans une prise en charge de santé sexuelle. Et là, j'ai 2 infectiologues de Paris, femmes en plus, qui me disent « Ah mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, pas du tout. Nous, on lui refuse et on lui demande pas de revenir, on sait qu'elle aura rien. » Excusez-moi, on parle d'un rapport sexuel avec éjaculation sans préservatif. Il n'y a pas d'exposition parce que c'est un rapport hétérosexuel. Ben oui. C'est les infectiologues. Et enfin voilà, il y a des choses complètement ahurissantes où on va dire, mais tu comprends, c'est le rapport bénéfice-risque. Mais attendez, vous distribuez... Enfin non, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ça va être compliqué. on va passer à la question. Non, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir apporté un complément. On va prendre, Cédric, si tu es d'accord, la troisième question, la troisième affirmation. La troisième affirmation qui s'affiche sur votre écran. Je vous laisse quelques secondes pour prendre votre smartphone. Vous avez toujours le site en haut si vous souhaitez rejoindre la session meti.com 1210 05 23. Le seul moyen de se protéger contre le VIH est de porter un préservatif. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 8 personnes sur 10 jugent que c'est faux. Julie. Eh bien, j'ai envie de vous céder directement la parole. 25% de vrai, 75% de faux. Décryptons cette affirmation ensemble, si vous êtes d'accord, David. Oui, mais c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peine à faire passer beaucoup de messages. Et c'est clair, c'est un constat qu'on fait entre nous, et ça le démontre, même avec un public relativement averti. Voilà, aujourd'hui, on parle déjà, disons, de traitement en tant que prévention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est sous traitement efficace,
cette personne ne peut plus transmettre les virus. Donc là, on parle du traitement Du de test. la PrEP que vous évoquiez tout à l'heure. Non, là, excuse-moi, là je parle d'une personne qui vit avec le VIH hein, et qui prend un traitement D'accord, et qui fait en sorte que cette personne ne peut plus transmettre le virus. d'accord. Donc on appelle ça TASP aujourd'hui, Treatment as Prevention. Donc c'est une sorte de prévention déjà là. Deuxièmement, il y a la PrEP, qui est, on a invoqué la PEP ou le TPE. Et donc, du coup, c'est la PrEP et le TPE, du coup. Oui, Ouais, c'est ça. mais la Oui, PEP, non, la PrEP, c'est pareil pour nous deux. Oui, oui. Suisse et France, c'est PrEP. Et après, Ok. c'est TPE et PEP. oui, voilà. Donc, mais On est sur on des a- helvétismes. on a évoqué donc cette PEP, ce TPE, qui se passe donc, qui est utile après une exposition potentielle au virus, TPE. mais aussi donc la PrEP, qui protège avant une exposition potentielle au virus. Donc TASP, TPE, PrEP. Mais après, ce qui est fou, c'est qu'on se dit, on a du mal à informer les gens, et puis c'est ce qu'on dit. Je dis, mais putain, on a une communication complètement à l'ouest. Parce que déjà que VIH, c'est compliqué. Alors VIH, SIDA, TPE, TASP, PrEP, ARV, indétectable, intransmissible, qu'est-ce qu'on peut dire TTT, RSNP pour rapport sexuel non protégé, HSHS Non, mais, pour et le homosexuel. pire, Nico, le pire, c'est qu'on sait que ça ne marche pas, Ouais. et qu'on continue. J'ai une conversation pas plus tard que la semaine passée avec donc l'aide suisse contre le sida. Donc on parle de I égale I, ce qui veut dire indétectable égale intransmissible. C'est-à-dire une personne vivant avec le VIH sous traitement ne peut pas transmettre le virus. D'accord? Et on a essayé depuis 10 ans maintenant, on bassine I égale I égale I. Personne ne comprend rien. Maintenant, on dit. En anglais, c'est U égale U. Et je reçois les nouvelles affiches de l'aide suisse contre le sida, où c'est U égale U, pour les francophones donc, Oula. avec le descriptif en français. Donc, j'envoie un mail pour dire, écoute, on a déjà du mal à faire passer ce message. Si en Qu'est-ce qui plus, se passe? Voilà, on si en change plus de on change de langue. langue, on n'est pas dans le... Voilà. La réponse est extraordinaire. C'est, mais David, de toute façon, personne n'y comprend rien. Et donc, autant le faire en anglais. Aïe, aïe. Cherche l'erreur. Ah oui. Où est-ce que tu commences avec ça? Mais comme moi, avec les associations, les grandes associations françaises, qui me disent, que j'ai fait déjà cette réflexion de dire arrêtez de parler de sida quand vous parlez du VIH. Ils me disent mais oui, mais Nico, mais les gens quand on dit VIH, ils comprennent pas. Voilà. Et c'est des spécialistes. Mais c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que moi, c'est ce que je reproche aux assos, en tout cas pour mon pays, c'est de dire mais vous avez jamais développé une expertise en termes de communication. Et on voit que c'est Tu ne veux pas voir le budget communication Non, mais je de veux ces pas. instances. Hein. non. Ça fait mal à la tête. Hein. Bah, nous, on a des assos en France. Vraiment, je sais pas. Il faut vraiment faire on va dénoncer ou on dénonce pas. Si on reprend cette information, donc non, le seul moyen de se protéger contre le VIH n'est pas seulement de porter un préservatif. Et on a entendu plein de termes, on a en tout cas compris à quoi ils servent, même si on n'a pas retenu chaque terme. Est-ce qu'on prendrait l'affirmation suivante ? Alors, l'affirmation suivante, toujours sur votre smartphone, qui est en Suisse, on est obligé de dire à notre partenaire si on vit avec le VIH. Est-ce qu'on est obligé ou pas? Vrai ou faux? Oh, ça va. À peu près 7 personnes sur 10 à peu près qui jugent que cette affirmation est fausse. Alors merci Cédric, on a mis en Suisse. Est-ce que c'est pareil en France et en Suisse déjà ? Bah, je pense que tu peux en parler pour la Suisse, moi je parlerai pour la France. Voilà, Après. on Ouais. verra après. Et on prendra Alors, un petit peu du Canada aussi. Voyons la partie suisse, David. OK. Donc, on entend bien sûr pas partenaire, partenaire sexuel, on est d'accord. Hein. Donc, on n'est pas obligé de dire à son partenaire qu'on vit avec le VIH sous certaines conditions. Enfin, l'article 122 du Code pénal nous dit que si tu as un taux de virus dans ton corps qui est indétectable, donc ce fameux U égale U, I égale I, etc., qu'on ne comprend pas. Donc, si tu es sous traitement et donc ta charge virale est si basse que tu ne peux pas mesurer le virus voilà, dans le sang, tu n'es pas obligé de le dire. Si tu portes un préservatif, peu importe ce premier point, si tu portes un préservatif, tu n'es pas obligé de le dire. Et si tu le dis à ton ou ta partenaire, que tu as une charge virale ou pas, détectable, tu n'es pas punissable. Sous la loi. Légalement. Voilà. La Suisse est un des pays qui n'a pas une loi spécifique sur le VIH. En l'occurrence, ça veut dire que
Par contre, on peut poursuivre des gens, et ça s'est déjà vu, pour tentation de lésions corporelles, ça s'est déjà vu par le passé, y compris quand il n'a pas eu de transmission. Tentative de lésion corporelle. Voilà. Ouais. Donc ça tombe sous cet article du Code pénal. Mais en gros, la personne vivant avec le VIH qui a soit un taux de virémie indétectable, soit qui porte un préservatif, n'a pas du tout besoin de le dire à ses partenaires. Et il y a une différence à ce niveau-là, Nicolas, avec nous, on la n'a pas France? d'article, on n'a rien en fait sur le sujet. Ce qui est condamnable, c'est la transmission volontaire. S'il n'y a pas de transmission, il ne peut pas avoir de condamnation. Donc il faut qu'il y ait une transmission. Et je pense, étant donné qu'il n'y a pas d'article, et nous on a très peu de jurisprudence, on a surtout, je pense qu'en France, une personne qui, même si elle parle de sa séropositivité, supposons qu'elle n'est pas sous traitement, qu'elle a une charge virale détectable et qu'elle le transmet à son partenaire, même si c'est conscient, je pense que son partenaire peut quand même porter plainte en France. Même si la personne était consciente. Mais on a vraiment, en plus le problème qu'on a en France, c'est qu'on a une communication des médias qui est, mais alors, catastrophique. Il y a encore non, c'était il y a 2 ans, on a eu des grands articles de journaux partout dans la France. Une personne a été condamnée pour avoir caché son sida à son partenaire. C'est pas possible, hein. Mais c'est n'importe quoi. Là, on a eu une autre affaire d'un prêtre avec... bon, c'est compliqué si on rentre là-dedans, parce qu'on ne va pas parler du KEMS. Mais... Ce qui est quand même important de dire ici, cette question de loi, c'est qu'à partir du moment où on pénalise, où on criminalise, soit le VIH, soit l'homosexualité, soit le travail de sexe, etc., là, on met en risque les gens. Dans ces pays où l'homosexualité est criminalisée, où le travail de sexe est criminalisé, les gens ne vont pas se faire dépister, pour des très bonnes raisons. S'ils sont dépistés, ils ne vont pas avoir un accès aux soins équitable, parce que ce qu'ils font est hors loi, donc ils ne vont pas accéder aux soins. Donc dès qu'on commence à criminaliser le VIH ou les communautés qui sont touchées par le VIH, on se trouve dans une situation aggravée épidémiologique. Je pense qu'on a une gestion... J'arrive encore à parler. Oui, bien sûr. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Ça me dit un moment. Je pense qu'on a une gestion de l'épidémie qui est complètement chaotique et qui est très délirante. Nous, en France, on dit tout le temps mettre fin à l'épidémie. Je trouve ça arrêter le sida, oui, on n'arrive même pas à arrêter la syphilis. Enfin bon, je trouve que c'est incohérent. Et surtout, on stoppe les étapes. Parce que déjà, avant de vouloir arrêter quelque chose, apprenons déjà à vivre avec. Et il y a cette chose qui est assez... toujours un peu folle, où tu dis, mais attendez, vous voulez arrêter une épidémie que vous rendez invisible, en disant aux gens qu'il faut se faire dépister, mais en stigmatisant les personnes dépistées, et en disant, et nous c'est un peu cette hyper-violence qu'on a eue pendant, ça commence à aller mieux maintenant, mais on a eu une hyper-violence au niveau des dépistages pendant très longtemps, avec cette injonction contradictoire qui rendait les gens fous, c'est, il faut se protéger, mais il faut se dépister. Mais si tu te dépistes, c'est que tu t'es pas protégé. Donc si tu te protèges, tu n'as pas besoin de te dépister. Mais il faut se dépister. Mais si tu te dépistes, c'est que tu t'es pas protégé. Et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Et en fait, il y a quelque chose de quoi qu'on fasse, mais c'est un peu comme nous les personnes séropositives, de toute manière, quoi qu'on fasse, on bascule, j'ai l'impression, entre victime, coupable, et on l'a vu aussi avec le Covid, on a une gestion des épidémies qui est très émotionnelle, qui est très dans la crainte, dans la peur, et finalement, souvent, quand on met les premières concernées de côté, les personnes vivant avec le VIH, il y a une sorte de gros trou où finalement plus rien n'est incarné, et on crée soit du déni, soit de la paranoïa, je pense. Et donc dans ce cas-là, il y a des mythologies, les séropositifs se cachent, on va mettre des aiguilles dans les cinémas, je ne sais pas si vous avez vu ces mythes en Suisse. Nous en France, on disait que les séropositifs mettaient des aiguilles dans les sièges de cinéma pour contaminer les gens, qu'on injectait nos sangs dans les bananes de supermarché, enfin on a plein de mythes. Déjà le message de apprendre à vivre avec, hein. C'est vraiment ça la première chose à retenir. On peut en prendre une dernière, puis après. Oui, bien sûr. Je peux juste un truc de plus là-dessus. Hein. C'est question d'obligation. Non seulement on n'est pas obligé de dire à son partenaire ou sa partenaire, on est obligé de dire à personne. À notre entourage, à notre famille, à notre médecin, à notre dentiste. Il n'y a pas d'obligation de le dire. Et un truc important, c'est qu'on est obsédé par la condamnation possible des personnes séropositives. Par contre, alors je ne sais pas en Suisse, mais on peut condamner les personnes qui divulguent notre séropositivité. Et ça, on ne le dit pas assez. Et ça arrive par contre constamment. C'est que quand on parle de notre séropositivité, les gens ont tendance à le répéter, quoi. Parce qu'il y a une violation de la vie privée. Il y a atteinte à la personnalité en Suisse, en fait, oui, effectivement. Donc ça, même dans le cadre intime, si dans une relation, je te le dis, même dans le cadre intime, Nico ne peut pas aller le dire à quelqu'un d'autre. Bon,
Nous, tout le monde Oui, sait. non, Mais voilà, Nico ne peut pas aller dire à son frangin Est-ce que tu as dit visité tu as le VIH. Ça ne sert pas grand-chose maintenant. Mais voilà, donc effectivement, il n'y a pas d'obligation de le dire, c'est très important de le savoir. Et il faut qu'on le sache, parce que on ne le savait pas, moi je ne le savais pas. Ouais. Par contre, il y a aussi un équilibrage hyper important à faire ici. C'est vrai qu'à la fois, on n'a pas une obligation de le dire. Par contre, il y a plein de situations où d'en parler, enfin, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de garder un secret lourd non plus. On parlait de visibilisation tout à l'heure. On parle de visibilisation, c'est hyper important. Dans la tension entre ces deux. C'est hyper important, ça peut être très enrichissant pour des gens de pouvoir parler de ça avec leur entourage, d'en parler avec des gens. Donc, ce n'est pas du tout une question de « oui, il faut le cacher », ce n'est pas du tout ça. Mais c'est que personne ne peut t'obliger d'en parler. C'est un peu comme l'homosexualité, l'histoire du coming out. Enfin, moi, j'aime bien prendre le parallèle, de dire, mais parler de séropositivité, c'est une forme de coming out. On ne peut pas outer les gens. Et si on veut qu'il n'y ait plus de tabou, il faut déjà sortir de cette idée d'obligation. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, cette idée qu'il fallait absolument savoir si quelqu'un était homosexuel parce qu'il était pédocriminel. Il y avait ce genre de raccourci qui était fait. Et là, il faut absolument qu'on sache si tu es séropositif, parce que c'est un serial contaminateur qui va tuer des gens. Donc, c'est à nous de faire le choix, de jauger si tu es quelqu'un de safe ou pas. C'est un peu ça. Et le moment où on sera un peu plus détendu là-dessus, de nous-mêmes aussi on parlera. Aujourd'hui, une personne séropositive, quand elle parle, elle met encore sa vie en danger. Je raconte l'histoire de Sarah, j'essaie de faire court. Sarah, moi j'ai perdu 10 de mes abonnés en 3 ans qui sont morts à cause de la violence, de la discrimination. Et l'une des histoires qui m'a le plus marqué, c'est Sarah, c'est son nom d'emprunt, elle s'appelle pas Sarah, qui était une de mes abonnées, qui habitait à Paris, séropositive. Sa mère apprend qu'elle a le VIH, elle n'ose plus toucher sa fille, elle passe ses journées à nettoyer tout ce qu'elle touchait à la javel. Elle a 21 ans, Sarah, au bout de 2 mois, elle s'est suicidée. Et c'est 2022. Hein. Et ça, c'est aussi ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on est séropositif et qu'on en parle, on prend le risque que ça se répète, que le travail l'apprenne. Et il y a des métiers qui sont plus compliqués que d'autres. Moi, je me rappelle d'une de mes abonnées qui dit « J'adorerais témoigner pour toi, mais bon, voilà, moi j'habite dans un petit village, je tiens un salon de coiffure, la moyenne de ma clientèle c'est 65 ans, j'ai 2 enfants, je ne prends pas le risque de plus nourrir mes gosses. Est-ce que je prends le risque que mes gosses deviennent les enfants du sidaïque à l'école ?» Ça se discute. Voilà, il y a énormément d'enjeux. Parce que quand on nous dit t'as qu'à le dire, la personne elle le prend, elle accepte pas, c'est tout. Oui, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Créer les conditions pour pouvoir le visibiliser, c'est aussi ça qui est important. Voilà. Ouais. Prenons une dernière affirmation. Alors la dernière affirmation, toujours sur smartphone, 2 parents vivant avec le VIH peuvent avoir un enfant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Résultat assez net. Assez net. Nicolas, tu parlais à l'instant justement d'un enfant qui aurait des parents. Si tu viens d'en parler. Et puis je vais en profiter pour remercier la Suisse, parce que je pense que la Suisse doit, encore refaire un peu la leçon à la France, en ce qui concerne la vie suisse, parce que le fait de dire déjà qu'on ne transmet plus le virus, c'est grâce à la Suisse qu'on a vraiment eu cette reconnaissance, parce qu'aucun des pays n'osait le dire, les infectiologues ne voulaient pas le dire, alors que ça fait très longtemps qu'on le savait, mais on ne voulait pas se mouiller, et si on n'avait pas eu le courage de quelques infectiologues suisses qui a fait donc cet avis suisse, qui est après apparu dans le Lancet, je pense qu'on en serait encore très très loin de le dire. Et c'est ça qui a vraiment forcé les associations qui ne voulaient pas le dire, parce qu'il y avait des tensions avec les assos sur les hémophiles par rapport à l'affaire du sang contaminé. Enfin, il y avait des enjeux qui étaient très complexes. Et heureusement qu'on a eu ce courage-là, qu'on reproduit aujourd'hui avec l'allaitement, parce qu'en France, on déconseille toujours l'allaitement. Bon, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, oui, un papa séropositif au VIH sous traitement ne le transmettra pas à la maman, non, ne le transmettra pas à l'enfant. Une maman qui vit avec le VIH, du moment qu'elle est traitée, alors je ne sais pas ce qu'il y en est en Suisse, mais nous, en France, on met encore l'enfant sous traitement préventif antirétroviral pendant quelques semaines au début de la naissance, mais je ne sais pas si ça se fait en Suisse ou pas. Donc, alors en Suisse, on a fait en 2018, Mathias, tu me corriges si j'ai tort, en 2018 on a fait une étude au CHUV et dans la cohorte par rapport à cette question d'allaitement. Tu veux peut-être dire un peu là-dessus? Merci beaucoup. Je fais vite pour pas vous prendre du temps. Donc c'est vrai que le Swiss Statement 2008, et c'est vrai qu'on est aussi le premier pays européen à ne pas donner le traitement à l'enfant qui est né. Donc la PEP du bébé qui naît d'une mère vivant avec le VIH n'est plus donnée depuis de nombreuses années en Suisse. Et depuis 2018, il y a aussi des recommandations pour ce qu'on appelle une décision partagée entre la maman, son gynécologue, le pédiatre, l'infectiologue, une discussion à 4. On encourage cette discussion pour que la maman décide si elle veut allaiter en plus ou pas. Et donc, l'allaitement est autorisé aussi en Suisse. Ça me déprime vraiment pour la France. Hein. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est qu'on est quand même le pays qui a découvert le virus. Enfin, il y a une sorte d'incohérence en France où on est extrêmement à l'avance, on est hyper à la pointe. Et alors, putain, on
on est à la ramasse sur d'autres trucs. Et c'est très paradoxal, la France. Et j'ai encore plus de peine en ce moment parce que nous, en France, on a Charlotte Landré qui était une célébrité, qui était séropositive, que les assos n'ont pas du tout soutenue, qu'elle a grillé sa carrière. Enfin, elle est morte il y a maintenant peut-être 1 an et demi d'une greffe de cœur qui n'a pas tenu. Personne n'en a parlé. Alors je trouve ça complètement fou. Et donc on a ce décalage complètement fou, alors qu'en Italie, on a, je sais pas comment elle s'appelle, Giorgio Di Cioccio, je sais pas comment elle s'appelle, qui est une femme séropositive très connue en Italie, qui a fait un magnifique discours, un premier témoignage où elle a fait un coming out de sa séropositivité à la télé. Incroyable. Et je me dis, putain, en France, on n'a rien. On a eu Lolita Banana, qui est, je sais pas si vous avez Drag Race France ou Drag Race Suisse, je sais pas si ça existe. J'ai pas compris. Drag Race Suisse, je ne sais pas si ça existe, Non. mais nous on a Drag Race France, qui est un show Non, de non, On est on l'a un pas. peu en retard Non, avec ça. Bon. Mais on En a Suisse, eu, on suit la version américaine, enfin, D'accord. en tout cas, j'ai l'impression. mais on a eu un premier coming out télévisuel de séropositivité. C'est incroyable, c'est historique. Et juste après quelques mois du décès de Charlotte Landré, on ne parle pas. Donc voilà, on rate des opportunités constamment et on se dit, on comprend pas pourquoi les gens s'en fichent. Ah oui, mais en même temps, ça c'est pas glamour, quoi. Donc Si par vous rapport ratez, à cette question, pardon Nicolas, par rapport à cette question de parentalité, il y a un progrès à faire du côté français. En Suisse, on est déjà assez avancé, si on comprend bien. Ah, absolument, oui. Tout à fait. Bon, c'est pas très étonnant après. Hein. Une femme, si son désir est d'allaiter, elle est soutenue dans cette démarche, justement, comme dit Mathias, avec une prise de décision partagée avec son équipe médicale. Ouais. Tu voulais ajouter encore quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, tout au long de cette discussion, il y a le mot communauté qui revient, qui est souvent là. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à créer de la communauté autour du VIH. Et je pense que ta démarche, c'est une démarche communautaire dans le sens création de communauté sur les réseaux. Positive Life Festival, c'est aussi une démarche de création de communauté. Tout mon travail, en fait, quand j'y pense, donc moi je travaille donc au CHUV, oui, mais à une structure qui s'appelle l'Antenne. Là, on est 6 personnes et notre travail entièrement autour des enjeux psychologiques, sociaux et intimes et sexuels des personnes vivant avec le VIH. Et une énorme partie de notre travail, c'est de faire en sorte que les gens viennent ensemble. Hein. Et cette création de communauté, et je dois dire que nous, on est en train de discuter en ce moment sur un projet justement, très littéralement, de création de communauté. Peut-être l'année vous avez prochaine. envie de nous en dire un mot? Alors, c'est Ou encore c'est trop tôt? C'est vraiment le tout début. C'est un peu tôt, C'est un mais peu tôt. suivre cet espace. On reviendra peut-être. Suspense, teasing, On reviendra. très bien. Mais si vous je êtes peux en d'accord, rajouter encore un Oui, peu sur bien le- sûr. je pense que ce qui est important aussi, enfin c'est ma position, c'est que je pense qu'il y a des fractures multiples intracommunautaires et intragénérationnelles sur le VIH qui sont très 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 complexes. Parce que être infecté en 80, c'est pas pareil qu'être infecté en 90, en 2000, en 2010, en 2020. Selon l'âge qu'on a aussi, on n'a pas la même mythologie sur l'infection. Et il y a aussi l'avènement des réseaux sociaux qui fait qu'il y a aussi une fracture générationnelle qu'il faut rajouter dans cette histoire qu'on a du mal finalement à raconter autrement que de manière très stéréotypée, parce qu'une personne qui a connu le swipe de 96, c'est-à-dire l'arrivée des antirétroviraux, qui a peut-être des handicaps dus à la toxicité de l'AZT, qui va vivre ce qu'on appelle le deuil du deuil, quelqu'un où on lui a dit en 94 vous avez le VIH, il faudrait peut-être 6 mois à vivre, et finalement en 96 la personne a peut-être perdu son travail, ses amis, elle a peut-être eu un sarcome de Kaposi où on a peut-être vu sur son visage qu'elle avait le VIH, elle a peut-être eu des lipodystrophies, tout ça, et d'un coup on lui dit vous allez vivre. Compliqué quoi. Donc qu'est-ce que c'est finalement vivre ce deuil du deuil de 96 et je pense qu'en 96 il y a eu une importance du droit à l'oubli où les personnes qui avaient lutté contre le VIH, qui étaient des personnes concernées, qui ont permis de conceptualiser la notion du patient expert, qui est un complexe anglo-saxonne dans le médical, ont dû retrouver une vie. Donc peut-être elles sont aussi partie des associations. Moi, la question que je pose, c'est qui les a remplacés, si ce n'est les gens qui avaient peur du VIH. Je ne suis pas sûr, ça je ne sais pas, je suis un peu perplexe là-dessus. Mais je pense qu'on a eu un système associatif qui de plus en plus s'est décalé la réalité des personnes séropositives et qu'aujourd'hui, même quand moi je rencontre, les premières rencontres que j'ai faites avec des personnes séropositives qui ont été infectées dans les années 90, ça peut être dur, hein, ça peut être hyper violent, parce qu'il y a tous ces enjeux qui ressortent. Moi, j'ai déjà eu de quoi tu te plains, tu as un traitement, c'est bon, quoi. Et moi aussi, de mon côté, ça a été, oui, mais nous, enfin voilà. Il y a des enjeux qui sont très complexes. Ouais, Bah, mais le Nico, bel- pardon. Je comprends ce que tu dis. Moi, je suis une de ces personnes que tu décris, des années 94.
Et je vois ce que tu veux dire, il y a des choses qui nous séparent, c'est clair, et ça c'est encore entre deux hommes blancs gays. On est d'accord. Mais moi je sais que quand j'ai des groupes de personnes, de 12 personnes, de tous les profils, toutes les démographies que tu peux imaginer, dans une pièce ensemble, et qui se retrouvent pour une fois à apprendre l'histoire de la lutte, à apprendre que ce n'est pas juste une personne isolée avec une maladie individuelle. Non. Tu fais partie d'une histoire, on a une forte histoire, on a une forte culture, et dès qu'il y a ça pour moi, ça traverse tous ces problèmes intergénérationnels, de couleur, de sexualité, etc. Complètement. Mais autant, ça doit qu'on nous donne des espaces pour le faire. Et ce qui est très beau, c'est de se dire que deux profils très différents qui aujourd'hui ont un projet top secret pour le moment, mais de créer une communauté ensemble, si on a bien compris les premiers traits. Donc c'est ça, on va dans la bonne direction à ce niveau-là, et c'est grâce à des personnes comme vous. Et je voudrais maintenant, si vous avez envie, que vous puissiez poser vos questions. Il y a un micro qui est juste là. Est-ce qu'il y en a? Ah, il y a une question juste là-bas. Là-bas, là, derrière, sur ta gauche. Merci. Ça se fait pas de pointer du doigt, pardon, c'était pour indiquer. J'espérais 300. Il y a des trous dans le sol, je suis désolé. Juste très rapidement, en fait, les outils comme... enfin, je prends vraiment juste l'exemple le plus concret et le plus connu et tout ça, 120 battements par minute. Qu'est-ce qu'il a eu comme répercussion, par exemple, dans la société? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt positif ou ce genre de choses? Et puis peut-être aussi sur... vous avez parlé aussi parce que là, au final, la discussion, j'ai l'impression qu'elle s'est tournée quand même très sur notre monde occidental / européen. Sur l'Afrique, en fait, vous avez dit combien 60% des personnes qui ont le VIH qui sont dans des pays africains. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc deux questions. Donc, si deux questions, oui, la absolument. première question, donc, c'est sur est-ce que ces images, par exemple, 120 battements de cœur, ce genre de film, est-ce qu'ils ont une utilité, c'est ça? Est-ce qu'ils ont un impact? Alors absolument. Pour moi, c'est hyper important, mais c'est un des grands enjeux. C'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas oublier d'où on vient, pour faire honneur à cette lutte qu'il y a eu, tout en le contextualisant et en allant vers l'avant, en gardant ce qui est beau et ce qui est bon dans cette période. Mais comment est-ce qu'on fait pour changer les images tout en honorant ce passé et cette culture, cette lutte? Donc voilà, tu mets vraiment le doigt sur un enjeu hyper important. C'est très complexe. Et excuse-moi. Vous avez aussi mis le doigt sur un autre très gros enjeu. C'est qu'ici en Suisse, on a tendance on cherche vraiment à dire, mais écoutez, il n'y a plus vraiment de sida, plus que très peu de sida. On parle de VIH. On n'en meurt pas du VIH, etc. Et on doit faire très attention parce qu'il y a 38 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH. Il y a 25 millions qui ont accès au traitement. D'accord? Donc comment est-ce qu'on fait pour à la fois envoyer un message qui est local et qui est anti-anxiogène, tout en faisant honneur et faisant état de cette injustice, cette inéquité autour de l'accès au traitement qui se passe quand on regarde au niveau mondial. Donc c'est vraiment, tu mets le doigt vraiment sur deux enjeux hyper importants à mon sens. Tu souhaites rajouter quelque chose, Nicolas? Oui, moi j'ai un peu en compte. Moi, ça ne va pas dans 20 minutes, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était très stéréotypé, très bloc. Et ce qui m'a posé problème avec 120 battements par minute, c'est que les nouvelles générations qui n'ont pas connu le sida, à part réactiver des vieilles images, est-ce que ça ouvre sur l'avenir? A contrario, je suis très déçu qu'on parle très peu de philo, saison 2 sur Netflix, où là on a une contextualisation présente. C'est un étudiant, tu l'as vu ou pas? Lequel? Elite? Philo, saison 2 sur Netflix. Non. J'en discute, c'est ça. C'est un jeune étudiant en fac de philo qui apprend sa séropositivité en 2020. Et là, c'est génial. J'ai préféré Pause sur Netflix, qu'on a vu sur Canal+, qui est génial, qui raconte toute l'histoire des battles de voguing dans les années 80, des balls de 80-90. Ouais. C'est très drôle, ça fait pleurer. Il y a Billy Porter qui fait son coming out VIH en même temps. Ouais. J'ai préféré Pause. J'ai préféré Dallas Buyer Club. Pour la première fois, on voit un homme blanc hétérosexuel qui a le VIH. Enfin, voilà. Je suis un peu déçu que 120 battements par minute, c'est celui dont on parle le plus.
Et finalement, je trouve que c'est un peu celui qui est le moins intéressant, pour ma part, dans la création qu'on a eue autour du VIH ces derniers temps. Sur l'Afrique, moi, le problème que j'ai, c'est que je suis un homme homosexuel blanc français, et que parler de l'Afrique, c'est toujours un peu délicat parce que moi, j'y suis pas allé. Je n'ai que les retours des personnes qui témoignent sur l'Afrique, et qu'il y a des personnes comme Andrea Mestre. C'est un peu le problème qu'on rencontre, c'est que là, on fait une conférence, on a les 2 hommes homosexuels, donc c'est compliqué aussi. Et c'est aussi difficile d'aller aussi trouver, de ne pas parler à la place d'eux, parce que finalement, on dit, on en a marre de parler à notre place. Moi, je ne veux pas du coup parler à la place de quelqu'un, tu vois, qui va parler de l'Afrique sur le... Mais ce que tu me disais, par contre, pardon, excuse-moi, ce que tu me disais, par contre, c'est que grâce aux réseaux sociaux, tu es beaucoup plus en contact justement avec des personnes qui t'écrivent depuis l'Afrique et qui partagent aussi leurs expériences, leur quotidien. Moi, ce que je peux me permettre de dire, c'est que j'en ai marre de rencontrer des associations soi-disant spécialisées sur la prise en charge des Africains et de voir devant moi que des blancs hétérosexuels séronégatifs. Moi, je trouve ça bizarre. Et c'est un peu ce que je vois. Alors, on a Icambéré en France, qui est génial, qui est une asso faite par des femmes d'origine africaine, séropositives. Elles s'occupent et là, ça a du sens. Mais souvent, en France, je tombe sur des assos qui, nous, on est spécialisés sur l'Afrique et le VIH. Je leur parle de Kanguka, ils ne savent pas ce que c'est. Je leur parle des tradipraticiens, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, voilà. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Une dernière question, et sinon, vous inquiétez pas, je pense que David et Nicolas seront encore par là. Si vous avez envie d'échanger avec eux, il y aura aussi cette possibilité-là. Pardon ? Pas de souci. Moi, c'est pas une question, c'est un remerciement parce que je suis séropositive depuis l'âge de 20 ans. Et c'est un grand merci à tous les deux parce que d'avoir suivi Nicolas sur les réseaux sociaux, ça m'a réconfortée. J'ai trouvé cette communauté et surtout son humour de parler d'un sujet hyper lourd avec humour et en même temps en donnant des infos mais hyper concrètes. Vraiment, merci. Et aussi, il m'a éveillée sur l'auto-stigmatisation que je comprenais même pas, que je m'infligeais ça depuis des années. Donc, c'est vraiment une personne en or et je suis très touchée du fait que tu reçois énormément de menaces de mort, des choses affreuses. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas plus de soutien, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se lèvent et qui soient à tes côtés. Donc, j'espère un jour pouvoir t'aider à ma façon. Et merci au Positive Life Festival parce que créer de nouvelles images, c'est indispensable pour qu'on puisse s'identifier. Moi, j'en parle dans mon entourage assez facilement et tout le monde est toujours hyper étonné parce que voilà, je suis une maman d'une jeune fille de 19 ans, je suis infirmière, voilà. Donc ça casse un peu, je ne fais pas partie de ces groupes à risque. Infectée en 94, donc aussi ce deuil du deuil, et je l'ai connu. Et voilà, c'était juste un énorme merci à vous deux pour le travail que vous faites et puis tout ce qui va venir dans le futur, qui va vraiment faire changer l'histoire du VIH, je suis sûre. Et je me permets de rajouter, Corinne, que tu es aussi une des personnes qui participent dans les films qui vont être créés pour ce festival. Oui, parce que en fait, dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir un entourage bienveillant. Et je me dis que voilà, il faut se montrer, il faut être visible, il faut montrer plein de visages différents. Voilà, une maman, voilà, il faut qu'on soit là, dans le public, et puis que les gens disent « Ah, ok, d'accord ». Merci Donc, beaucoup. pour moi, c'est hyper important de participer. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je trouve que c'est en plus une très belle manière de conclure cette rencontre. Merci mille fois. Merci à vous deux aussi. Vous le savez déjà probablement, mais donc vous pouvez retrouver Nicolas sur Insta, sur TikTok, sous le pseudo Super Séro. Et puis pour toutes les informations sur le Positive Life Festival, vous tapez www.positive-live-festival.ch. Et puis, je vous encourage à rester encore un petit peu avec nous. On va discuter avec Océan, qui va nous présenter un work in progress d'un spectacle qui vient discuter des masculinités et de la transidentité. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Et puis, une très belle suite de week-end à vous. Merci. Merci, Julie. Merci.